Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à notre atelier qui s'intitule « Comment booster son activité sur un marché immobilier en perpétuelle mutation ». Pour animer cet atelier, j'ai la chance, le plaisir d'être accompagné de Sandra Viricel. Bonjour Sandra. Bonjour tout le monde. Bonjour Olivier. Vous êtes très nombreux à connaître Sandra puisqu'elle jouit d'une médiatisation depuis maintenant très longtemps sur une des premières chaînes les plus diffusées en France au travers de son émission Recherche, appartements et maisons. Ce que vous êtes moins nombreux à savoir, c'est que Sandra a le même quotidien que vous. C'est avant tout une professionnelle de l'immobilier. Sandra, aujourd'hui, est propriétaire de 2 agences depuis 17 ans. 17 ans. Une à Lyon et une pas très loin, à Tassin-la-Demi-Lune. Ouais, dans le 69. Et voilà, et Sandra pratique au quotidien les métiers de la transaction. Et je peux vous dire que vous passez parfois un petit peu de temps avec elle. Quand son téléphone sonne, et c'est à peu près toutes les 30 secondes, c'est un acquéreur ou un vendeur. Donc, Sandra, contrairement un peu moins d'acquéreurs en ce moment, je regrette. Contrairement aux idées reçues, Sandra est vraiment agent immobilier. Et en plus de ça, elle nous fait l'honneur d'être notre ambassadrice Intercab, parce que tu es comme tous ces agents immobiliers indépendants au quotidien dans tes transactions, et en plus tu jouis d'une belle notoriété, d'une belle image. Donc on est très heureux que tu aies accepté de l'associer à nos activités et notamment à Intercab. Nous nous sommes réunis aujourd'hui parce que tout le monde est bien conscient que nous sortons d'une période un petit peu bénie des dieux, avec des résultats à l'américaine ces dernières années, avec des volumes de transactions absolument énormes, et que tout ça risque de ne pas forcément durer pour l'éternité. Et en l'occurrence, on commence à sentir quelques frémissements par-ci par-là, à avoir des indicateurs qui sont de nature à nous interroger. Et l'idée, c'était de se dire, si le marché vient à évoluer, à se tendre dans les mois qui viennent, ce que beaucoup prédisent, comment est-ce qu'on peut prendre les devants et faire en sorte de pas subir, mais au contraire d'être proactif et de traverser cette période un peu difficile par le haut. Donc Sandra, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce marché justement? Comment toi tu as vu son évolution ces dernières années? Alors, je pense que 2023 va être une année de transition entre ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, même si je nous félicite tous parce qu'on a vécu déjà beaucoup de changements depuis 2019 qu'on a su traverser, mais on était sur une phase où on avait beaucoup d'acquéreurs et un marché qui était très dynamique. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude du micro. Et c'est vrai que quand on refait un petit historique, on vivait jusqu'à 2019 des années de croissance sur l'ensemble des villes de France, qui étaient plutôt importantes. Et en 2019, Covid. Et là, on a dû se remettre en question dans nos façons de travailler. On a intégré assez rapidement toutes les nouvelles technologies, la visite virtuelle. On a intégré les mesures sanitaires qui étaient aussi assez compliquées. Mais on est ressorti de là avec un marché euphorique et un marché qui était très, très porteur, surtout pour les extérieurs des grandes villes et la campagne. Voilà. Les villes ont commencé quand même à déjà fléchir un petit peu pendant le Covid, parce que la ville n'attirait plus malheureusement à cette période-là, vu que tout était fermé. Et 2021 a amorcé un changement avec déjà le durcissement des conditions bancaires qu'on a tous vécu en janvier, et malheureusement la guerre qui est arrivée en Europe et qui a créé un marché très compliqué, une inflation et l'augmentation des taux qu'on n'arrive plus à maîtriser, avec aujourd'hui des dossiers bancaires qui ont du mal à passer. Voilà. Donc, ce qui augure pour 2023, c'est une année où il va falloir revoir un petit peu nos priorités, nos façons de travailler, et surtout se remettre en question pour remettre en cœur de cible, justement, la notoriété, l'image de l'agence, travailler nos acquéreurs, gagner du temps pour être sur le terrain. Et tout ça, ça vient en mettant en place toute une méthodologie qu'il va falloir reprendre. On va parler. Voilà, dont on va parler ensemble maintenant. D'accord. Donc, tu nous indiques que les méthodes de travail ont beaucoup évolué ces derniers temps, notamment post-Covid, avec une digitalisation qui s'est accélérée. Tu parles de la signature électronique, tu parles de la visite virtuelle. Il est clair qu'aujourd'hui, ce sont des actions qui sont dans le quotidien des agents immobiliers qui ne posent même plus de questions, alors que finalement, il y a encore 24 mois en arrière, c'était des pratiques qui étaient quand même beaucoup moins répandues. Mais paradoxalement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des clients qui sont devenus peut-être un petit peu plus exigeants encore. J'ai le sentiment que l'exigence de tes acquéreurs, l'exigence de tes propriétaires, dans ta capacité à les accompagner, à leur répondre le plus promptement possible, ça s'est pas amélioré. J'ai l'impression qu'on vous attend encore plus
et quelque part, vous le faites dans un contexte, vous, indépendant, où vous êtes en concurrence avec des gens qui sont peut-être plus structurés que vous, avec des réseaux intégrés, avec des franchisés, avec des réseaux également de mandataires. C'est un contexte dans lequel tu évolues, où tu as à la fois des méthodes qui changent, des clients qui sont plus exigeants et des concurrents qui sont un petit peu plus structurés, un petit peu plus organisés, j'ai le sentiment. Alors effectivement, moi je suis une agence indépendante, donc je pense qu'on en demande beaucoup aujourd'hui aux agences immobilières. Il faut être manager, il faut être community manager aussi, il faut gérer le marketing, il faut former ses équipes, il faut être sur le terrain. Et c'est vrai que dans des périodes plus compliquées comme ce qui s'annonce un petit peu, eh ben, il va falloir être plus sur le terrain. C'est du temps qu'il nous faut et de l'organisation. Et c'est vrai qu'il faut être accompagné et avoir les bons outils au quotidien pour pouvoir justement avoir à chaque étape de ce dont on a besoin, être à la fois professionnel et avoir l'outil en face pour répondre à la demande de nos vendeurs ou de nos acquéreurs. C'est vrai qu'on nous attend aujourd'hui sur plein de domaines. Alors, justement, comment tu t'organises, toi? Parce que entre tes tournages toutes les semaines, tes équipes, tes 2 agences à gérer, etc., qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour essayer d'automatiser les choses et de surtout d'avoir un niveau qualité qui soit à la hauteur des attentes de tes interlocuteurs? Alors déjà, quand on parle de l'agence en soi, je pense qu'il faut d'abord travailler l'image de son agence. Ça passe à la fois par les outils, que ce soit marketing, plaquettes, logo, affichage, panneaux, etc. Donc là, tous les supports marketing, etc. Et puis, il faut ajouter en parallèle quelque chose que nombreux d'entre nous ont parfois négligé, qu'il a été... mais je pense qu'avec le tournant du Covid, où on était tous enfermés chez nous en se disant l'agence n'existe plus, comment on fait? On a tous lancé sur les réseaux sociaux. Je pense que ce cap-là, il faut le prendre, parce que la génération de demain, on ne la captera qu'avec ça. Les clients, il faut aller les chercher. Ils viennent de moins en moins à nous, en fait. Il faut justement les solliciter. Et ça passe par travailler son image au quotidien. Ça passe par les réseaux sociaux, par se construire, montrer aux gens l'image qu'on a, ce qu'on veut transmettre en termes de type d'agence. Est-ce que c'est du local? Est-ce que c'est du général? Est-ce que on fait tout type de transactions? Chacun travaille son image à son niveau, et voilà. Mais il faut à tout prix intégrer ça maintenant dans toutes les agences. Voilà. Et donc pour les réseaux sociaux, par exemple, puisque tu en parles, toi tu as passé le cap de les automatiser, si j'ai bien compris. Alors, il y a l'automatisation. Il faut garder quand même quelque chose de concret. C'est-à-dire que l'automatisation, c'est super, parce que ça permet de mettre du contenu, parce qu'il y a des algorithmes auxquels je ne comprends absolument rien. J'ai une community manager qui m'aide un petit peu aussi là-dessus. Mais ça change tous les 4 matins, mais il faut de la régularité pour pouvoir entretenir l'image de l'agence. Et en même temps, il faut la personnaliser. Donc ça, ce côté personnel, ce côté équipe, faire découvrir l'équipe, qui vous êtes, comment vous travaillez. Ça, c'est vraiment important de le faire au quotidien. Et puis les avis? Les avis clients, voilà. Ça, c'est primordial. Montrer aux gens ce que vous faites et comment vous le faites. Et les meilleurs ambassadeurs de votre travail, ça reste vos propres clients. Et donc, je ne sais pas si vous utilisez tous aujourd'hui les avis clients, mais pour ceux qui ne le font pas encore, c'est primordial de le faire. C'est la première chose que vont regarder les gens. Quand vous allez au restaurant, vous regardez les avis. Et ben, eux font la même chose pour aller dans une agence. Voilà. C'est aussi simple que ça, effectivement. Et puis, il y a les outils que tu utilises au quotidien d'organisation, de gestion de tes équipes. Alors après, il y a le logiciel qu'on utilise avec le CRM. Donc tout ça, l'idée, c'est d'automatiser un maximum de tâches pour que le parcours client, qu'il soit vendeur ou acquéreur, soit le plus ludique, le plus facile et le plus rapide pour vous, pour gagner du temps. Plus le parcours sera agréable pour l'un comme pour l'autre. Par exemple, moi, j'ai le compte propriétaire où on met le client à des codes d'accès. Il peut voir tout ce qu'on a fait, je suppose que vous en avez aussi. Et en fait, ça permet d'avoir une communication avec le client sans pour autant être sollicité. Donc, on gagne du temps pour être sur le terrain. Parce que demain, il faudra être beaucoup plus sur le terrain pour pouvoir engendrer du chiffre d'affaires et garder le niveau de chiffre d'affaires qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Et puis, pareil pour l'acquéreur, c'est-à-dire un suivi de dossier, les relances acquéreurs. Aujourd'hui, nos acquéreurs nous coûtent cher, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ensemble. Donc, il faut les solliciter et utiliser votre CRM pour justement, dès qu'on rentre un bien, ou faire des rapprochements pour gagner du temps aussi et faire des ventes le plus rapidement possible. Ça, donc tu disais tout à l'heure qu'à défaut de pouvoir après chaque visite faire un compte rendu à tes propriétaires, parce qu'évidemment que c'est un standard qui est attendu par les propriétaires, à défaut d'avoir toujours le temps de le faire, surtout quand tu enchaînes 3 ou 4 visites, les espaces propriétaires sont là pour automatiser les choses et puis pour remonter l'info à ton propriétaire. En fait. Et on garde bien sûr un suivi, ce qui permet aussi d'avoir
tout l'historique de ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui les mandats sont un peu plus longs à commercialiser aussi, faut le dire. Donc quand on chope un mandat exclusif, on n'a pas forcément envie de le perdre aujourd'hui. Donc parce que parfois ça passe par des baisses de prix, du travail beaucoup plus long pour pouvoir commercialiser le bien. Donc l'idée d'avoir un parcours vendeur qui soit plus agréable possible et le plus pro possible, c'est-à-dire qu'il ait un maximum d'informations sur ce qui a été fait sur son bien, permet de ne pas perdre le mandat justement et qu'il ait confiance en vous pour aller jusqu'au bout de la démarche. Et même si ça met 6 mois à se vendre, vous gardez votre mandat, quoi. Et quelque part, tu mets en place également un reporting automatisé en utilisant cette organisation-là, Ouais. puisque en utilisant ton agenda plus tes espaces propriétaires ou acquéreurs, ça a pour vertu d'alimenter ton CRM qui lui-même te restitue de l'information sur tes équipes, leur travail. En fait, l'idée, c'est surtout qu'on avait pris beaucoup de mauvaises habitudes ces dernières années. On avait énormément d'acquéreurs, tous autant les uns que les autres. Du coup, c'est vrai qu'on les sollicitait moins, on utilisait moins tous ces outils parce que les ventes se faisaient assez rapidement. Aujourd'hui, on a besoin de tous ces rapports, de toute cette liaison avec le vendeur et avec l'acquéreur, justement pour entretenir cette relation qui jusque-là était beaucoup plus courte. Voilà. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé, on a parlé de l'organisation, des outils, mais on n'a pas parlé des équipes. En ce qui concerne les équipes, toi, qu'est-ce que tu privilégies aujourd'hui? Parce que je sais qu'il y a une compétition absolument incroyable dans les agences pour le recrutement. Je sais notamment que vous n'êtes pas les seuls agents immobiliers indépendants à vouloir recruter. Il y a également les réseaux qui recrutent à tour de bras, qui embauchent chaque année des centaines de personnes, etc. Comment est-ce que toi, c'est quelque chose qui nous est souvent évoqué, la difficulté de recruter ces équipes et même de les fidéliser. Ouais. Alors aujourd'hui, oui, c'est vrai que parce que quand on voit les réseaux mandataires ou autres, ils ont des parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants qui sont souvent très bien faits et ludiques et puis qui les attirent du coup parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être super bien formés. Alors la formation, ça passe par la formation terrain, toujours. On a besoin de former des gens, mais qu'ils aient également une formation terrain et un accompagnement. Enfin, moi je parle pour moi parce que j'ai ma propre agence, c'est mon nom qui a au-dessus de l'enseigne. Donc, je veux que les clients, si je fais des bêtises, c'est moi qui les fais, mais pas mes collaborateurs, je plaisante. Mais je veux qu'ils soient formés, qu'ils soient bons. Donc, je passe par là. Mais il y a aussi tous des parcours de formation. Il faut leur proposer des parcours de formation pour que justement, ils soient attirés à venir travailler avec nous. Et le profil, le candidat, quand il va faire ses premières visites, il représente correctement aussi notre profession. Je pense que la professionnalisation de notre métier, ça passe par la formation. Moi, je me forme tout le temps, en permanence. Je me pose, systématiquement, chaque année, je me fais une piqûre de rappel sur la jurisprudence, parce que je pense qu'il faut qu'on représente la profession, notamment quand on a un peu plus de visibilité, le mieux possible et éviter de faire des erreurs, et même si on en fait toujours. Mais c'est important de toujours avoir ce parcours de formation chaque année pour pouvoir représenter au mieux notre profession. Et plus on sera professionnel, plus on sera reconnu auprès des particuliers, et plus on aura notre place dans les transactions. Voilà. D'accord. Donc, pour toi, c'est un gage de qualité et un minimum requis que d'avoir des collaborateurs qui partent sur le terrain en étant à jour de leur formation Allure, évidemment, parce que ça, on n'a pas le choix. Ça reste un minimum. Mais tu te contentes pas de ces formations Allure. Tu m'expliquais que tu leur imposes des parcours d'accompagnement, des parcours de perfectionnement même, pour les accompagner dans leur montée en compétences sur la première année, par exemple. Comment est-ce que tu fonctionnes? Alors, de toute façon, il y a les formations qui sont obligatoires, mais il y a aussi l'intégration de la personne. Donc, il faut qu'absolument elle ait un parcours. Dans Intercable, justement, on a le parcours pour les intégrations des nouveaux collaborateurs, qui est accompagné après avec la formation terrain que je vais faire en complément. Mais c'est vrai que c'est important aujourd'hui que le collaborateur, il se sente, quand il a une question technique ou autre, que vous ayez les outils de formation à disposition pour pouvoir répondre à sa question. On voit pas toujours tous les cas d'école sur une formation au démarrage d'une intégration d'un collaborateur. Donc parfois, il vient d'avoir des planches bêtes ou des formations sur certains thèmes qui soient accessibles facilement pour qu'ils puissent avoir, bien sûr, votre retour à vous, mais quelque part quelque chose de structuré. Alors j'imagine que quand tu évoques tous ces points avec des candidats, forcément c'est de nature à être convaincant, versus parfois des réseaux qui intègrent avec des écoles, etc. Donc ça te permet de donner le change. Et j'imagine qu'à terme, tu as peut-être un turnover un peu moindre si tu te donnes autant de mal. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est plutôt stable, voilà. Mais j'ai toujours, comme vous, le problème du recrutement, c'est-à-dire que quand on a envie d'agrandir un peu les équipes ou d'agrandir le secteur de travail, il faut trouver des collaborateurs qui soient compétents
Moi, je préfère former quelqu'un, m'investir à fond et puis le garder dans le temps. L'idée, c'est vraiment que le collaborateur soit autonome, qu'il puisse gagner sa vie, parce que c'est d'abord ça, voilà. Et généralement, j'ai pas de souci pour trouver des candidats, parce que l'image fait qu'ils ont, bien sûr, l'image de la structure en disant les mandats vont facilement, etc. Mais il y a quand même aussi derrière un gros travail de professionnalisation, de discours qui soit structuré, de pas dire de bêtises, de bien accompagner, de connaître son sujet, de connaître son bien. Et ça, bien sûr, ça passe par la formation, on n'a pas le choix. Oui, parce que même quand on s'appelle Sandra Virissa l'immobilier, on vend quand même des biens immobiliers, les gens... ils nous attendent au tournant, d'autant plus quand on s'appelle Sandra Virissa. Juste pour faire plaisir, bien sûr. Oui, tu as combien de collaborateurs, Sandra? On est une petite dizaine, pardon. Une petite dizaine de collaborateurs, d'accord. Dans ce contexte un petit peu difficile qui s'annonce, tu nous l'as expliqué, l'acquéreur reprend un petit peu le centre du jeu, puisque jusqu'à présent, en rentrée des mandats, il se vendait assez rapidement derrière. Donc, celui qui en voulait, c'était bien. S'il en voulait pas, c'était pas grave. Il y en avait un autre derrière pour prendre la suite. Là, on arrive dans une démarche où l'acquéreur se veut un petit peu plus précieux, notamment parce qu'on se rend compte que tous ne sont pas finançables. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as évoqué les taux d'usure, tu as évoqué notamment les remontées des taux, etc. Donc il y a beaucoup de dossiers qui cassent en ce moment. Dans ce contexte, lorsque tu as un acquéreur solvable, finançable entre les mains, je crois savoir que tu te donnes un peu plus de mal depuis quelques temps pour aller lui chercher le bon mandat. Et ça, c'est quelque chose qui t'emmène un peu sur le terrain peut-être de la collaboration. Ouais. Alors on a été des enfants gâtés pendant quelques années. On avait plein de clients, voilà. Et en fait, je trouve que la transition, pour moi, mais pour vous, ça doit être la même chose, elle a été assez brutale. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain avec une annonce et dire ça sonne pas. Donc voilà. Alors on fait le constat au bout de quelques mois. Nous, ça a commencé un peu plus tôt sur Lyon, parce que les grandes villes ont été touchées. C'est vrai que c'est assez disparate, c'est pas régulier de partout en France. Il y a encore des régions qui ont une activité plutôt soutenue, notamment les bords de mer, la montagne, où on sait que l'activité est encore bonne. Par contre, on sent que ça va se diffuser sur l'intégralité du territoire. Donc aujourd'hui, on fait un peu plus attention à nos acquéreurs, parce qu'en plus nos acquéreurs nous coûtent cher. Je ne sais pas si vous avez fait les calculs, mais aujourd'hui une annonce ça coûte un peu de sous. Quand vous avez 2 acquéreurs sur une annonce, ceux-là ils vous coûtent cher. Donc en plus s'ils sont finançables et qu'ils sont vraiment acheteurs, là pour le coup, faut plus les lâcher. Voilà. Donc c'est vrai que moi l'intercabinet j'en ai toujours fait. Donc depuis quelques années, je n'en faisais plus beaucoup, sauf pour les émissions où je suis souvent en train de solliciter mes confrères. Mais c'est vrai qu'on rentrait un mandat, on le vendait, donc on n'avait plus du tout la démarche de solliciter nos confrères. Et je pense qu'aujourd'hui, pour remettre la place de l'agent immobilier, pour pas perdre justement les bons acquéreurs, et pour que le propriétaire soit satisfait aussi, qu'on puisse lui proposer des solutions quand un acquéreur ne vient pas sonner à notre porte, et qu'au contraire, ce soit nous qui allons chercher, l'intercabinet, c'est la meilleure façon de trouver une continuité à notre métier. Et alors moi, chasseur d'appart, je dis ça, mais c'est chasseur d'appartement quand on travaille nos acquéreurs. Je l'ai toujours fait. C'est un métier qui m'a toujours passionnée parce que j'adore faire ça. Je trouve qu'on sort un peu de nos sentiers battus, mais c'est très énergivore et ça demande beaucoup de temps sur le terrain. Donc c'est pour ça que l'organisation, tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, est important pour se dégager du temps, parce que travailler ses acquéreurs, ça prend plus de temps que d'attendre qu'un acquéreur nous appelle pour faire une visite. Voilà. Mais de pouvoir travailler les mandats des copains, ça fait gagner aussi beaucoup de temps. Pareil, quand on sait que rentrer un mandat, c'est parfois plusieurs jours de travail, quand on cumule toutes les actions que ça réclame, quelque part, tu optimises aussi ton activité. Quand un client pousse la porte et qu'on n'a pas le bien qui correspond, c'est vrai qu'avoir aujourd'hui les outils nécessaires pour pouvoir aller chercher ce qui a fait les petits copains et leur proposer des biens, ça fait que le client, il est en confiance, il reste avec nous, et ça évite qu'il aille voir ailleurs. Et en même temps, ça permet directement de lui proposer d'autres biens, de le fidéliser dans sa démarche de recherche. Peut-être que ce sera pas sur la première salve de visite qu'on trouvera le bien, mais du coup, la démarche, elle est enclenchée et on va suivre ce que vont rentrer les confrères sur nos logiciels de manière à pouvoir leur proposer plus rapidement possible un bien qui leur correspond. Et on crée une vraie relation avec l'acquéreur. Voilà. Et je demandais à Sandra l'autre jour, je dis mais quand tu fais tes émissions là, tu vas faire visiter des biens, etc. Et je dis, tu les trouves où ces biens? Et elle me disait en fait que tu fais vraiment ce travail d'intercabinet à solliciter des confrères pour obtenir des visites
Et derrière, tu me disais que tu réalisais réellement des ventes en fait dans tes émissions. Oui, tout à fait. En fait, on voit pas tout l'envers du décor à la télé. Mes autres copains qui sont là, j'en ai un ou deux qui sont dans la salle. Et on a vu Romain Cartier tout à l'heure. Il y a pourront en attester. Notre métier de recherche dans les émissions, il est hyper compliqué. Souvent, c'est des recherches un petit peu les moutons à 5 pattes. On est tous d'accord. Ça fait des mois qu'ils cherchent et qu'ils ne le trouvent pas. Donc, la plupart du temps, c'est des recherches qui sont compliquées. Et j'avoue que si je n'avais pas mes confrères, je n'y arriverais pas. J'ai beaucoup de chance d'être assez bien entourée à Lyon. Et tout le monde joue le jeu, la plupart du temps. Même en marché tendu, comme on avait, même avec le marché qu'on a vécu jusqu'à maintenant, où les mandats se vendaient très rapidement, j'ai toujours eu un accueil qui était formidable. Et c'est vrai que la collaboration, pour moi, c'est essentiel. Et ça fait 12 ans que je fais l'émission, et ça fait 12 ans que je collabore avec mes confrères, et je pense que il y aurait presque les 2/3 des émissions que je n'aurais pas réussi si je n'avais pas mes confrères sur le terrain. Et pour tes deux agences, en termes de business, la collaboration, elle représente quelle partie de ton activité? Alors la donne elle est faussée parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille peu nos acquéreurs parce qu'on en avait beaucoup. Là, je vois, on a remis justement une grosse part belle à l'intercabinet depuis quelques mois. Et je pense qu'on a fait une dizaine de collaborations depuis janvier. D'accord. Ok. Facilement. Ok, super. Merci Sandra. On a vu pas mal de sujets. Est-ce que on peut récapituler en synthèse les conseils que tu donnerais à une agence aujourd'hui pour appréhender l'année 2023? Oui, je pense que donc il faut travailler plusieurs axes. L'organisation pour se dégager du temps, c'est ce qu'on disait. Donc avoir une meilleure coordination à tous les postes, bien sûr, de l'agence. Travailler sa visibilité, donc les réseaux sociaux, l'image de l'agence, donner une vraie image aux collaborateurs, humaniser un petit peu l'agence et expliquer ce qu'on fait au quotidien. Et puis après, bien sûr, le parcours formation pour avoir des collaborateurs qui soient formés et qui aient un discours pareil. Formez-les à la chasse immobilière. C'est un métier qui est particulier, ça n'a rien à voir avec la transaction classique, la chasse, et ça, c'est important de le développer dans vos agences parce que ça va être le métier de demain sur les années qui vont venir, je pense. Et puis après, se dégager bien sûr du temps et travailler l'intercabinet avec les autres agences. D'accord, super. Donc je vois qu'il y a beaucoup d'actions humaines dans tout ce que tu évoques, et il y a également une belle complémentarité avec les outils digitaux. Ah bah ça c'est primordial. Aujourd'hui, il faut aussi proposer à nos vendeurs, pour attirer les vendeurs, il faut leur proposer l'ensemble des techniques et des outils qu'on a à notre disposition. Même si on est d'accord, on n'utilise pas tout le temps, mais le fait de leur dire quand on rentre un mandat, je peux vous faire une visite virtuelle, je peux vous faire de la live visite si demain on est confiné, vous avez des photographes, on a des home staging, on a les panneaux, on a les mailings, on a les bouches d'annonces, les machins, les trucs. Tout ça fait que le compte propriétaire, l'intercabinet avec des logiciels qui vous permettent d'avoir la visibilité sur ce qu'ont vos confrères en mandat, tout ça, ce sont des arguments pour prendre des mandats exclusifs aussi. Super. Voilà. Et je ne résiste pas, pour ma part, à vous dire que depuis plus d'1 an, nous avons, vous allez me dire, ça fait quand même beaucoup d'outils, tout ça, ça fait quand même beaucoup d'abonnements, ça fait quand même beaucoup de techno à maîtriser et à appréhender. Depuis 1 an, nous, à la boîte IMO, ce que nous avons fait et nous faisons avec succès avec Sandra au quotidien, c'est que nous avons créé un pack qui permet en fait d'accompagner nos clients dans tous les aspects de leur activité, que ce soit à l'entrée de mandat, à la valorisation de ces mandats, à la promotion de ces mandats, ainsi qu'à leur vente. Donc, à toutes les étapes clés, nous accompagnons l'agent immobilier au travers de ce regroupement d'outils. Et nous ne nous arrêtons pas là, puisque nous l'accompagnons également dans toute sa communication, tout son marketing, et également dans l'animation de son point de vente. On s'occupe également des formations dont tu parlais tout à l'heure, les parcours d'intégration, les parcours de perfectionnement, etc. C'est nous qui les mettons en place chez Sandra. On délivre également toutes les formations éligibles de loi Allure. Et puis, au-delà de ça, on a un accompagnement également juridique et marketing. Et puis, pour ne rien enlever, on a également mis une centrale d'achat qui vous permet de bénéficier de conditions avantageuses auprès des nombreux portails que vous utilisez, mais également auprès des autres prestataires que vous pourriez être amenés à utiliser dans votre quotidien.
Et c'est le choix que tu as fait, Sandra, de cet accompagnement. En fait, en tant qu'agence indépendante, moi je travaille avec la boîte IMO depuis des années, bien avant Intercab et autres. En tant qu'agence indépendante, moi j'ai la chance de venir régulièrement au Rennes. Donc j'ai suivi les évolutions technologiques. Mais c'est vrai que s'il faut qu'on trouve quelqu'un pour faire la visite virtuelle, qu'on trouve quelqu'un pour faire les live visites, etc., les supports papier, les avis, tout ça, ça prend du temps. Et parfois, c'est du temps que moi personnellement je n'ai pas. Et sélectionner les bons outils, les bons prestataires, y avoir accès facilement. La boîte IMO m'a permis, grâce au pack et à tous les outils qu'ils m'ont mis à ma disposition, d'avoir accès à tout ça. Donc, bien sûr, il y a aussi Intercab. Et ça a été mon coup de cœur de la boîte IMO. Parce que l'intercabinet, comme je vous disais depuis le début, moi je l'en fais depuis le premier jour où j'ai monté mon agence. Et c'est vrai que cette fonction-là, c'est la fonction de demain, je pense. Pour terminer, ce pack, c'est une offre de valeur que nous avons constituée, que nous avons créée, en fait, pour une seule et simple raison. Elle part du constat qu'on évoquait tout à l'heure avec Sandra, à savoir que agent immobilier indépendant ou pas, vous êtes soumis à la même concurrence que les autres, et en l'occurrence à la concurrence de réseaux structurés, intégrés, etc. Et on se veut, après 15 ans d'activité à la boîte IMO, des partenaires qui vous permettent de travailler au quotidien avec les mêmes armes que n'importe qui d'autre. Donc c'est ça notre motive, c'est de dire on va vous accompagner, vous les indépendants, et vous apporter tout ce qu'un franchiseur pourrait vous apporter, tout en prenant bien en considération que vous souhaitez garder votre identité et votre liberté. C'était l'espace pub, j'arrête. Simplement maintenant, je vais vous permettre de vous proposer de faire questions-réponses avec Sandra. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ne soyez pas timide, Sandra est là pour ça et on sera très heureux d'y répondre. Non, pas de question. On a été clair. Je vous donne mon micro. Bonjour. Bonjour. Je me demandais vous m'entendez? Du coup, je ne sais pas. Parlez un peu plus fort. Je me demandais sur des secteurs, nous on est dans une région où l'intercabinet, par exemple, c'est quasiment pas possible. Ouais. Parce que les agences entre elles sont assez virulentes, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, quelle solution on pourrait avoir, nous, de notre côté, en fait, pour essayer de pallier à ce souci-là, en fait. Nous, dans le Pas-de-Calais, c'est vrai que c'est un peu compliqué par chez nous, en tout cas. D'accord. Ils n'ont pas d'intercabinet? Non, pas du tout, D'accord. c'est impossible. Il n'y a pas de prospection sur Intercab? Pas de Calais? Marche pas. Allô, merci. Et s'il y en a, bien sûr, il y en a partout de la protection, parce que partout il y a de la bonne volonté. Malheureusement, il n'y a pas que de la bonne volonté. Il y a parfois des gens qui ne sont pas encore à la page et qui ne comprennent pas encore l'intérêt qu'ils ont de collaborer. Après, quand on participe à Intercab, on y participe de façon très transparente. Quand je suis un agent immobilier qui bénéficie de cette plateforme, je dois diffuser tous mes mandats. En revanche, on ne m'impose pas avec qui et quand je dois les partager. Donc c'est aussi à vous d'être un petit peu convaincant en expliquant pourquoi vous êtes dans cette démarche. Il faut rassurer son interlocuteur, son confrère, et puis lui expliquer pourquoi on a un acquéreur là vraiment qui sort de l'ordinaire et qu'on a besoin et envie de faire cette co-visite. Et c'est comme dans toutes les relations humaines, mais il y a une première fois. Parfois, il faut arriver à briser un peu la glace. Et une fois qu'on a commencé à bosser avec des gens, et moi je le vois dans les réunions Intercab que l'on crée localement dans les bassins, il y a des gens qui étaient réticents, qui étaient frileux, qui voulaient pas. Et aujourd'hui, ce sont les meilleurs amis du monde. Ils se voient régulièrement avec leurs équipes pour échanger des pains au chocolat le matin au petit déjeuner, dans l'agence de l'un ou dans l'agence de l'autre. Et c'est des gens qui sont partis d'un non. Comme souvent dans la vie, on part d'un non. Et c'est vrai que il faut un petit peu de temps pour que les mentalités évoluent et que... Ouais, j'avoue. Moi, il y a 17 ans, quand j'ai commencé mon agence, je faisais de la chasse. J'arrivais dans les agences immobilières, mes confrères, je me faisais envoyer bouler, mais littéralement. C'était. Après, ça vient petit à petit. C'est une relation de confiance. Il faut qu'il y ait une première transaction. Alors, je pense qu'aussi, si le marché est peut-être encore bon, où il y a encore beaucoup d'actes. Voilà. Donc, il faut attendre aussi ça pour que les collaborations se mettent en place. Comme je vous dis, on est des enfants gâtés. On a eu plusieurs années où on a eu beaucoup d'acquéreurs. Et là, il faut aussi que les mentalités se adaptent. C'est le but de notre conférence aujourd'hui, comment pousser notre activité. C'est justement d'anticiper toute cette période-là qui va arriver et mettre en place tous les outils pour pouvoir être compétitif au moment où ça va devenir plus compliqué. Donc l'idée, c'est justement ça, d'anticiper les démarches auprès des confrères. Et quand on les sollicite de manière bienveillante, il y a un moment où ça s'assouplit automatiquement. Mais il faut aussi que le marché soit propice à ça.
C'est vrai que vous allez dans des régions où l'activité est très forte. Forcément, quand on arrive, on veut faire de l'intercabinet, on est un peu moins bien reçu. Voilà. Merci beaucoup. On va vous remercier d'avoir participé à cet atelier parce qu'on me fait signe là qu'il faut qu'on arrête. Merci beaucoup Sandra d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir été nombreux. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Et je vous rappelle que nous on est le truc tout vert fluo là-bas, D8. Voilà, on est en D8. Si vous voulez qu'on vous explique tout ça, on sera ravis de le faire. Merci à tous. Merci beaucoup à tous.